Alors, il y a un film de vampire des années 80 que j'avais toujours pas vu, et sous les conseils de Alex, merci Alex, hein, je l'ai enfin découvert, et c'était vraiment excellent. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est The Lost Boys. Alors, malheureusement, voilà, je l'ai acheté, c'est un Blu-ray allemand, donc il y a encore ce carré pourri, mais c'est Génération perdue en France, donc The Lost Boys de Schumacher, Joel Schumacher. Alors Joel Schumacher, c'est un réalisateur qui est quand même un petit peu intéressant parce que, bon, on peut lui reprocher c'est Batman, hein, que ce soit Batman Forever et Batman et Robin, mais bon, j'en ai déjà parlé donc je vais pas revenir. Mais bon, il a fait 8 mm qui était tout à fait correct, il a fait Chute libre qui était excellent, et The Lost Boys, c'est clairement, avec Chute libre, je dirais que c'est son meilleur film. The Lost Boys était vraiment, vraiment excellent, c'était vraiment un film génial. J'ai adoré la façon dont les vampires étaient traités dans ce film. C'est un film qui est sorti, je crois, 2 ans après Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un peu dans cette même veine de modernisation du vampire. Je l'ai là, voilà, celui-là, Vampire, vous avez dit Vampire, donc 2 ans avant, par Tom Holland. Et on est dans cette même veine du modernisation du vampire, mais modernisation dans les années 80, donc actualisation à l'époque des années 80. Et The Lost Boys, c'est effectivement un point de vue moderne, entre guillemets, hein, mais également un film extrêmement ancré dans son époque des années 80. Il symbolise beaucoup de choses dans cette jeunesse des années 80. Et donc, The Lost Boys, les enfants perdus, ça fait référence aux enfants perdus de Peter Pan. D'ailleurs, voilà, c'est un truc qui est intéressant parce que dans le film, il est question de vampires. Et les enfants perdus de Peter Pan, c'est une communauté d'enfants qui ne peut pas vieillir et qui peut voler. Les vampires, ça ne vieillit pas non plus, puis ça peut voler, donc c'est marrant d'avoir fait ce rapprochement. Dans ce film, les vampires sont pris comme étant une sorte de refuge pour une jeunesse qui n'accepte pas le monde des adultes, quoi, qui ne veut pas faire partie de ce monde et qui a un esprit un peu rebelle par rapport à la société et un esprit de famille et de gang. Et clairement, c'est aussi un petit peu des bikers. Alors, voilà, avant d'aborder tous ces thèmes-là, je vais peut-être vous raconter vite fait le pitch. Donc c'est l'histoire de 2 frères et avec leur mère qui vont habiter à Santa Clara. Alors je crois que c'est à Santa Cruz hein, que ça a été filmé. Donc c'est une ville qui ressemble à Santa Cruz, au bord de mer avec ce bord de mer avec plein d'attractions, des parcs d'attractions, des magasins, tout ça ouvert la nuit. Donc c'est une ville maritime américaine et qui va habiter là-bas. Et donc c'est des enfants de la ville qui débarquent dans cette plus petite ville. Hein, voilà, je ne sais plus s'ils sont de New York ou quoi, ces gamins, mais voilà, ils sont de la grande métropole et ils débarquent dans cette petite ville côtière. Et donc la mère célibataire va essayer de trouver un boulot dans cette ville. Et les 2 gamins, il y a un grand frère et un petit frère, vont commencer un petit peu à se balader dans cette ville. Et le grand frère va tomber amoureux d'une fille qu'il voit passer et il va la suivre un petit peu et il va voir que cette fille elle traîne avec un gang de jeunes bikers, des ados sur leur moto et il va se laisser embarquer un petit peu avec ce petit groupe par amour pour cette fille qu'il a croisée et il se trouve que ce petit groupe ce sont des vampires. Ils vivent dans leur petite caverne au bord de l'eau et ils ont un espèce de lair comme justement celui des enfants perdus de Peter Pan hein, où ils sont entre jeunes avec un poster de Jim Morrison au mur, tout ça. Et ils vont, ces vampires, lui faire boire une bouteille de vin où apparemment il doit y avoir du sang dedans, tout ça. Il va être infecté, entre guillemets, il va devenir un vampire, enfin pas tout à fait, dans le sens où il va être mi-vampire, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas tué une victime, il ne se transformera pas complètement. Il restera un demi-vampire tant qu'il n'aura pas tué. Il va y avoir tout un tas d'étapes initiatiques pour qu'il devienne un vampire, et donc il va traîner avec cette bande de loupards un petit peu. Il va y avoir une scène notamment où ils vont tous s'accrocher sous un pont où il y a un train qui passe, et ils vont se lâcher dans le vide comme ça, parce que ils sont capables de voler. Il y a ce côté un petit peu des conneries de jeunesse, où ce grand frère est embarqué pour traîner avec tous ces jeunes gamins qui font tout un tas de conneries, mais des grosses conneries quand même pour le coup, parce qu'ils bouffent des gens, puisque ce sont des vampires. Mais il y a tout un parallèle qui est fait, voilà, entre le fait de traîner avec une bande d'autres jeunes, tout ça en marge de la société, et le fait d'être un vampire. Et ça, je trouvais que le traitement, il était vachement intéressant, parce que
Il y a à la fois le côté qu'un gang de bikers, de jeunes bikers. Voilà, c'est une sorte de famille dans laquelle on accepte aussi les codes, on accepte d'en faire partie et de s'extraire de la société une fois qu'on a rejoint cette famille. Donc il y a ce parallèle qui est fait entre les gangs, entre guillemets, et les vampires. Et également, donc voilà, ce parallèle avec les enfants perdus qui sont en marge de la société des adultes et qui veulent être éternellement jeunes, éternellement des enfants. Et donc il y a ce côté d'une génération, effectivement, le titre en français est finalement pas si mal. Je sais que notamment sur la chaîne qui suit, il y a Cazazel qui n'aime pas du tout quand on ne reprend pas le titre original. C'est vrai que le titre original, il est intéressant parce que justement, il fait une référence directe aux enfants perdus de Peter Pan, donc on comprend bien ce truc-là. Génération perdue est assez explicite aussi, parce que voilà, c'est vraiment, ça dépeint vraiment une génération, la génération des années 80, une génération un petit peu punk, qui vit en marge de la société, qui vit dans un univers alternatif, parallèle à la société des adultes, et qui ne veut pas s'y intégrer. Et donc il y a ce message-là. Et d'ailleurs, c'était un message qui n'y était pas originalement dans le projet, parce que au départ, avant que ce soit Schumacher qui soit prévu pour faire le film, ça devait être une sorte de Goonies avec des vampires. Il voulait que ce soit, à la suite du succès des Goonies, que ce soit des gamins qui s'interrogent sur des disparitions d'enfants dans la ville et qui s'aperçoivent que c'est parce que c'est des vampires qui les bouffent. Et puis ça devait être une histoire avec des enfants plus jeunes. Et finalement, Schumacher a choisi de prendre plutôt des adolescents ou presque des jeunes adultes, pour traiter aussi le sujet de l'adolescence, la confrontation de l'adolescence en changement pour devenir un adulte, et de ce refus de l'être, et aussi la sensualité, d'en introduire aussi un petit peu. Et il y a des éléments de sensualité, avec des enfants c'était compliqué de faire ça, donc il a choisi, Schumacher, de prendre des individus un petit peu plus âgés que le projet original, et je pense qu'il a vraiment bien fait, parce qu'il a vraiment su capter une époque, et il a vraiment su capter un esprit des années 80. Et d'ailleurs, le film il commence sur une cover de People Are Strange des Doors par Echo and the Bunnymen. Donc voilà, où on voit justement plein de punk à chiens dans la rue, tout ça. Et on voit cette ville un petit peu touristique, très basée sur le loisir, une espèce d'éternel parc d'attractions, comme peut l'être Santa Cruz. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce film, c'est le choix du cadre, il est bien trouvé, parce que la ville de Santa Clara, c'est clairement une espèce de parc d'attractions à ciel ouvert, une sorte de capsule temporelle de l'enfance, de la naïveté, tout en étant un bled paumé. Il y a ce côté de ces jeunes qui vivent dans cette petite ville où tout le monde se connaît, mais qui est une sorte de fête foraine, éternellement une fête foraine. D'ailleurs, il me semble que la ville de Santa Cruz n'a pas trop aimé que le film réinsiste sur le fait de faire une référence à la ville de Santa Cruz dans Santa Clara comme étant la capitale du crime. Parce que voilà, en termes de tourisme, ça leur avait pas trop plu cette réputation. C'est un des films les plus 80s qui existent, vraiment que ce soit dans les looks. Et d'ailleurs, Schumacher, il a vraiment donné à ses vampires les looks typiques des années 80, avec les mulets, les fringues improbables des années 80, et la musique, elle est excellente dedans. Donc il y a notamment Echo and the Bunnymen au départ, mais il y a aussi Cry Little Sister de McMahon, je crois, qui a été repris par Marilyn Manson. D'ailleurs, je trouve que la reprise de Marilyn Manson elle est cool aussi, parce que clairement, c'était du proto-industriel, Cry Little Sister. Moi, j'imaginais, en voyant le film, j'imaginais très bien Marilyn Manson chanter cette chanson-là, donc il a fait une reprise justement de Cry Little Sister, qui est la musique thème du film, qui est excellente aussi. De toute façon, la BO est extraordinaire, le film est on ne peut plus années 80 dans son esthétique, que ce soit la fumée, la poursuite en moto dans la fumée qui est extraordinaire. C'est vraiment un film d'une génération, d'une époque, et qui met en avant voilà, cette génération de jeunes punks qui ne voulaient pas accepter le monde des adultes. Et il y a ce rapport entre le monde des vampires et le monde de l'adolescence qui est vachement intéressant. Et dedans, il y a Corey Feldman aussi, le jeune Corey Feldman. Alors ce qui est marrant, c'est que les chasseurs de vampires sont plus jeunes que les vampires en eux-mêmes. Les vampires sont des adolescents, et les chasseurs de vampires, il y a Corey Feldman et son pote, et le petit frère donc, du grand frère qui va progressivement intégrer ce gang de vampires. Donc le petit frère va s'aider de deux chasseurs de vampires qui travaillent dans un magasin de bande dessinée, et qui lui donne une bande dessinée sur les vampires pour dire vas-y fais ton éducation comme ça. Et voilà, Corey Feldman dedans il est vachement marrant parce qu'il a toujours son bandeau rouge. Et d'ailleurs
Schumacher lui avait dit, bah tiens, regarde des Rambo, tout ça, je veux que tu joues comme ça. Il voulait que ce soit un gamin, mais un gamin qui soit une sorte de jeune Rambo, voilà, un chasseur de vampires badass, alors que voilà, c'est un môme de 10 ans, enfin non, de 10 ans, de 12 ans peut-être. Donc c'est un préadolescent. Les chasseurs de vampires, voilà, sont des gosses qui vont essayer d'empêcher le grand frère de tomber du côté obscur des vampires, donc d'avoir sa première victime et puis de devenir complètement un vampire. Et d'ailleurs, il y a Kiefer Sutherland, hein, encore une fois, comme dans Dark City, bah, qui a un rôle assez différent du rôle qu'il peut avoir dans Dark City, hein, Kiefer Sutherland, qui campe extrêmement bien le chef du gang des vampires. Le casting de toute façon est vraiment extraordinaire. Bon, j'essaie de pas trop vous spoiler sur les rebondissements, il y a quelques petits rebondissements, et c'est un film aussi qui est à cheval entre plusieurs genres, encore une fois, hein. Il y a aussi un petit peu d'humour, il y a du gore à certains moments, et c'est ça qui est assez cool, hein, parce que des fois le film est un petit peu enfantin sur certains aspects. Il y a effectivement une petite relique du projet qui devait être un petit peu comme une sorte de Goonies, donc ça, il y a un petit peu quand même. Il y a une critique un petit peu sociale, un petit peu une envie aussi de montrer une époque, hein, vraiment, de montrer un état d'esprit d'une époque, et l'état d'esprit d'une génération adolescente, voilà, en quête d'identité, en quête d'appartenance à un groupe. Et ça, c'était vraiment, vraiment excellent. C'est des sujets qui sont assez sérieux, mais en même temps, voilà, le film à certains moments, il commence un petit peu à se prendre au sérieux, puis après, paf, il se prend plus au sérieux, il fait un gag visuel, puis il y a des choses qui sont enfantines, et puis tout d'un coup, paf, il y a aussi des choses horrifiques, des effets gore qui sont assez impressionnants. Et voilà, le film navigue entre ces différentes choses, ce qui fait il est extrêmement complet, et c'est probablement le film le plus années 80 qui existe, hein, The Lost Boys, hein, pour ça, que ce soit dans sa BO et dans son esthétique, et dans ses looks, hein, vraiment, pour le coup, Schumacher, il aime bien la mode, tout ça, donc il a beaucoup travaillé justement sur les costumes de chacun pour qu'ils soient vraiment, vraiment ancrés dans leur époque, dans le style de l'époque. Donc c'est un film qui transpire les années 80 à fond les ballons. Et vraiment, pour moi, c'est un film qui est parfait, que ce soit dans son traitement du sujet ou dans l'éclectisme de son ton et tout ça. Et il y a aussi des choses assez subtiles qui sont pas mal foutues, c'est que les effets spéciaux, par exemple, l'aspect des vampires, bah, il est subtil, c'est-à-dire que c'est des toutes petites prothèses qui déforment légèrement le visage, mais il y avait une volonté de faire que les vampires ne soient pas horribles, ne soient pas effrayants, qu'ils soient juste légèrement déformés, avec des lentilles de contact, avec quelques petites prothèses sur le visage, mais juste pour déformer comme il faut le visage pour qu'on voit que ce n'est plus des êtres humains, mais sans les rendre complètement monstrueux. Donc il y avait cette envie de les rendre presque attirants, hein, de dire que voilà, il y avait un côté attirant en fait d'être un vampire, hein, de pouvoir être un éternel adolescent qui vit la nuit, qui s'amuse, qui vole entre copains. Et vraiment ce traitement que le monde des vampires, c'est le monde d'une éternelle adolescence où on fait ce qu'on veut, où on est libre quelque part, même si on est soumis à des besoins, hein, le besoin de se nourrir. Et donc voilà, moi c'est un film que j'ai vraiment, vraiment adoré, hein. J'ai trouvé qu'il était génial, hein, The Lost Boys, probablement l'un des meilleurs films de vampires contemporains. Je préfère ça à Twilight, hein, par exemple, hein, dans le traitement de vampires modernisés. Et il est dans cette veine, effectivement, de vampire, vous avez dit vampire. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui ressemblent un petit peu, hein, dans ce petit décalage à vouloir justement être une modernisation, de reprendre des codes des vampires, comme quoi ils ne se voient pas dans le miroir, comme quoi voilà, ils n'aiment pas l'ail, comme quoi il faut les inviter pour qu'ils rentrent et tout. Il y a un peu les mêmes, tous ces codes baroques du vampire, mais qui sont repris à une époque moderne. Enfin, moderne, vous aurez compris, à l'époque contemporaine des années 80. Et voilà, pour moi, c'est un film assez atypique, avec une ambiance extraordinaire et une super BO. Alors, il y a des suites direct to vidéo, je pense pas qu'elles soient ouf, hein, voilà, je pourrais pas vous conseiller de prendre la trilogie, parce que je crois qu'il y a le 2 et le 3. Et dedans, voilà, il y a Jason Patrick, et le petit frère, c'est Corey Haim. Corey Haim, malheureusement, je crois qu'il est mort alors, c'est pas clair, je sais plus si c'est d'une overdose ou quoi, mais il est mort assez jeune, qui était aussi un bon pote à Corey Feldman. Ils ont fait les deux Corey, on les appelait, hein. Ils ont joué dans 7 films, je crois, ensemble, hein. Justement, Corey Feldman avait dit que Corey Haim, s'il allait pas bien, tout ça, s'il avait eu des problèmes avec la drogue et tout, c'est aussi parce qu'il avait été abusé étant enfant, justement, dans ce milieu. Ah, c'était avant l'affaire Epstein et puis Weinstein également, avant qu'on sache un petit peu que voilà, le milieu d'Hollywood pouvait être un petit peu dégueulasse également pour les enfants. Malheureusement, Corey Haim, qu'on voit dans le film, il n'a pas vécu très très vieux, mais tout le monde était excellent, hein, vraiment, dans ce film. C'était vraiment l'un des meilleurs films de vampires modernes, hein, vraiment. Alors c'est dans un style différent que Blade, hein, par exemple, hein, mais voilà, je trouvais que c'était un traitement qui était assez intéressant, assez fin, hein,
de traiter le problème de l'adolescence et le problème d'être en décalage, hein, d'où ce début sur People Are Strange où on voit tous ces jeunes un peu punk avec des looks pas possibles, comme s'ils étaient en décalage avec l'univers, avec ce besoin d'appartenance. C'est finalement un film qui est un peu pré-gothique, hein, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est pour ça que je dis que ça colle. Ça m'étonne pas que Marilyn Manson il ait fait une reprise du thème du film, parce que clairement, Marilyn Manson, après, dans les années 90, il était un peu dans ce même état d'esprit de gothique, hein, qu'ont pu avoir les gothiques dans les années 90, de vouloir être en dehors de la société, dans des thèmes un peu macabres, mais voilà, de vouloir être en rébellion par rapport à la normalité. Ce film, c'est vraiment le prototype de cette génération-là, de cet état d'esprit-là. Et pour moi, voilà, merci Alex de m'avoir fait découvrir ce film. Il était vraiment, vraiment excellent, je vous le conseille. Hein, c'est un très bon film de vampire. Je vous conseille éventuellement de regarder d'abord Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un petit peu plus vieux, pour voir un petit peu comment on peut moderniser ce thème des vampires dans les années 80. Et celui-là est encore plus ancré dans les années 80, encore plus stylisé des années 80. Et voilà, pour moi, il est vraiment, je dirais même au-dessus de Vampire, vous avez dit Vampire, tant il est intéressant esthétiquement et tout ça. Il est vraiment, vraiment excellent. Je vous le conseille. Alors j'essaye un peu de rattraper les Dario Argento, parce que j'ai énormément aimé Deep Red, Profondo Rosso, bon, que je continue à considérer pour l'instant comme le meilleur Argento. C'est le plus stylisé, et notamment je ne sais pas si je vais y revenir un petit peu maintenant, mais je pense qu'on en discutera éventuellement en live, si on parle un jour des Giallo et tout. Ce que je trouve d'intéressant, j'avais déjà dit que moi j'avais bien aimé la version Director's Cut, la version longue. C'est vrai qu'en le revoyant, je me suis rendu compte que la version cinéma, elle enlevait une part du propos qui était vachement intéressant, parce qu'il est beaucoup question de féminisme, de rapport entre l'homme et la femme, tout ça. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et comme dans la version cinéma de Profondo Rosso, il a coupé beaucoup de relations entre le personnage féminin et le personnage masculin du film, tout ce message-là un petit peu féministe, il est passé un petit peu à la trappe, alors que c'était assez intéressant, parce que c'est un genre, le giallo. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il y a une certaine misogynie dans le giallo, dans le sens où c'est souvent des tueurs pervers de femmes qui vont faire souffrir des femmes, qui vont assouvir leur perversité sur des femmes, mais justement, Argento prend le genre du giallo un petit peu à revers, hein, en jouant avec les genres et tout. Notamment, un truc que je n'ai pas précisé qui est intéressant aussi dans Deep Red, c'est qu'à un moment, il y a un des personnages qui est homosexuel, et la personne qui lui ouvre, c'est un homme très très efféminé, voilà, il a une moustache, mais on dirait une femme. Et pour le coup, hein, ce qui est marrant, c'est que dans le film, c'est vraiment une femme qui joue ce personnage-là. Donc il joue avec les genres, il joue avec la position de l'homme et de la femme, hein, avec ce personnage qui est très machiste, et cette femme reporter qui est très forte, qui le bat au bras de fer, voilà, qui le ridiculise, et on voit qu'elle est toujours un petit peu au-dessus d'elle, parce que dans sa voiture, à cette femme, le siège passager, il déconne, et à chaque fois, il y a le héros, quand il s'assoit à côté d'elle, il est tout petit à côté d'elle, et c'est elle qui a un peu le dessus sur lui. Et d'ailleurs, à un moment où il se fait attaquer, le héros, où il appelle au secours, c'est lui qui est enfermé chez lui et pleuré, qui appelle la femme pour venir l'aider. Donc ça joue avec une inversion des codes entre voilà, ce qu'on considérait être les codes masculins et les codes féminins dans l'horreur. Et donc Deep Red, voilà, ça joue là-dessus. Et bon, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas trop spoiler. Je voulais voir aussi le premier film de Dario Argento. Et donc j'ai acheté le premier film de Dario Argento, L'oiseau au plumage de cristal, qui était aussi très très bon. Alors évidemment, moi je continue de préférer Profondo Rosso, parce que je trouve que L'oiseau au plumage de cristal, c'est presque un petit peu l'ébauche de Profondo Rosso. Profondo Rosso est plus abouti en termes de style, il va plus loin dans la mise en scène des meurtres, ils sont plus graphiques, il y a plein d'idées de mise en scène en plus, mais là il y a énormément d'idées de mise en scène également, il est aussi excellent, et il y a finalement des points qui sont assez similaires. Alors je ne veux pas trop en dire, mais il y a un truc qui a l'air d'être récurrent dans le cinéma de Argento, c'est le fait d'avoir un personnage qui à un moment, généralement au début du film, a vu quelque chose sur lequel il n'arrive pas à mettre le doigt, quelque chose qu'il n'arrive pas à bien se rappeler, et il essaye de chercher dans sa mémoire pour voir qu'est-ce qu'il a vu qui a pu bien le choquer, quel est l'élément justement clé dont il n'arrive pas bien à se rappeler. Et ça, il y a ça dans Profondo Rosso, il y a ça dans Suspiria également, hein. Notamment quand le personnage de Jessica Harper arrive dans cette école et puis qu'elle entend quelque chose à demi-mot, et puis qu'en fait ce quelque chose, elle n'arrive pas à comprendre le sens et elle le comprend à la fin et tout ça. Et il y a pareil dans
l'oiseau au plumage de cristal. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il y a dans tous les films de Argento, mais pour l'instant dans la plupart des films de Argento que j'ai vus, il y a cet élément-là, hein, du personnage qui a vu un élément important et qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ce n'est pas le premier giallo, alors c'est un film de 1970, donc commence à dater un petit peu, hein, celui-ci. C'est le premier film de Dario Argento, mais ce n'est pas le premier giallo, mais on va dire que c'est quand même le premier giallo à avoir popularisé le genre. Le film a été tellement populaire qu'il a été, en tout cas en Italie, qu'il a été au cinéma pendant 3 ans et demi. À Milan, je crois que c'est au cinéma de Milan, il a été à l'affiche pendant 3 ans et demi, l'oiseau au plumage de cristal. Ça a vraiment marqué la génération et c'est ce qui a lancé la mode des giallo. Et bon, j'ai déjà parlé un petit peu des giallo, donc je ne vais pas me réétendre sur le style, mais c'est un genre de film policier, on va dire, une enquête avec un tueur mystérieux, et il y a encore, comme dans Profondo Rosso, ce tueur vraiment au gant noir, au chapeau noir, voilà, c'est le tueur en cuir noir avec ses petits gants où on voit jamais le visage, et c'est une sorte de whodunit, hein, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est le tueur. Et comme dans Profondo Rosso, la personne qui va enquêter là-dessus, ce n'est pas... Alors il y a la police qui enquête dessus, mais en parallèle, il y a un témoin du premier meurtre, un témoin d'un meurtre, qui va être marqué par ce qu'il a vu, machin, et qui va lui mener son enquête de son côté. Et encore une fois, comme dans Profondo Rosso, enfin je dis encore une fois, c'est avant Profondo Rosso, c'est pour ça que je dis que c'est une ébauche de Profondo Rosso. Il y a le fait que ce personnage-là soit un artiste. Dans Profondo Rosso, c'était un pianiste, là c'est un écrivain. Donc c'est un artiste qui a assisté à un crime, il y a quelque chose qui l'a perturbé, bah, au-delà du crime bien sûr, mais il y a quelque chose qui lui a paru bizarre à ce moment-là, et il va chercher, il va mener son enquête, il va aller interroger plein de personnes, il va essayer de remonter un peu le fil du mystère pour essayer de trouver qui est le coupable. Et donc voilà, c'est vraiment des films... Moi les giallo, j'avais pas cette impression que c'était... Je pensais que c'était vraiment beaucoup axé sur l'horreur, beaucoup axé sur la violence des meurtres, et bah, justement celui-là pas trop, hein, bon, il y a des meurtres au rasoir, où on voit du sang sur des lames de rasoir. Voilà, c'est ce genre d'esthétique, du gant en cuir tenant un rasoir ensanglanté. C'est vraiment typique au giallo. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a énormément aussi inspiré Brian De Palma. Et d'ailleurs, bon, celui-là s'est inspiré de Hitchcock, mais justement, De Palma, il est beaucoup inspiré de Hitchcock, mais il est aussi inspiré des giallo de Argento, parce que clairement, on peut retrouver des choses similaires à ce qu'on voit dans ce film-là. On peut les retrouver dans Pulsion, par exemple, de Brian De Palma, ou dans Body Double, qui sont vraiment des giallo à la De Palma. Voilà, il y a des plans dans Pulsion qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir aussi dans L'oiseau au plumage de cristal d'Argento. Ça reprend également à Hitchcock, notamment, il y a une scène où le tueur essaye de rentrer dans la maison pour tuer une fille. Et avec son rasoir, il commence à creuser un trou dans la porte, et puis on voit, il y a l'œil qui regarde au trou de la porte, et puis on voit ce rasoir qui essaie d'agrandir le trou dans la porte, et il y a un petit côté les oiseaux de Hitchcock, là, d'une menace qui essaye de rentrer dans la maison. Donc voilà, il y a tout ce suspense-là, il y a plein de scènes qui sont vraiment très cool dedans. Après, voilà, c'était pas aussi stylisé que ça peut l'être dans Profondo Rosso, même si c'est très stylisé quand même. Mais dans Profondo Rosso, il y avait cette musique des Goblins, tout ça. Là, c'était pas encore les Goblins qui bossaient avec Argento, c'était Ennio Morricone, qui signe d'ailleurs une BO qui est presque parfois un peu jazzy, un petit peu expérimentale, et on n'a pas forcément l'habitude de connaître cet aspect des musiques d'Ennio Morricone. Et c'était un mystère bien ficelé, avec toujours cette attention à certains détails, où on essaye d'analyser le son, machin, il essaye de réécouter. Des choses aussi qui ont plu justement à De Palma, dans Blowout, qu'il a repris de Blow Up d'Antonioni, dans le fait de quelqu'un, un artiste qui est obsédé par un son, par quelque chose, et qui va réécouter, qui va revoir. Et là, il y a aussi une œuvre centrale, d'avoir un dessin ou un tableau qui représente quelque chose qui a une importance avec l'identité du crime. Ça, c'est quelque chose qu'on a revu dans Profondo Rosso, avec ce dessin, cette fresque qui va trouver derrière le mur le héros, où il va voir la scène du crime dessinée par un enfant. Ça va être un dessin d'enfant dans Profondo Rosso. Et là, c'est un tableau d'ailleurs inspiré du style de Bruegel un petit peu, où on voit une scène de crime. Ce tableau a un lien avec l'identité du meurtrier qu'on ne sait pas. Le personnage principal achète une reproduction de ce tableau, il l'affiche chez lui, il essaye, en le regardant, de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau qui pourrait me faire comprendre quelle est l'identité du criminel, quelles sont ses motivations. Voilà, il sent que c'est une partie de la clé du mystère, ce tableau. Tous ces éléments-là, on les retrouve après dans Profondo Rosso. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une sorte d'ébauche, parce que d'un point de vue stylistique, il est peut-être un petit peu moins abouti, mais c'est un excellent
premier film, hein, avec pas mal de tensions et qui est assez bien construit, avec des rebondissements, des twists, tout ça jusqu'à la fin. Et voilà, c'est un excellent giallo, hein, pour un premier film. Hein, je trouve Dario Argento a signé vraiment quelque chose qui a influencé le style à jamais, hein, qui a vraiment eu un retentissement dans le pays d'origine et puis après dans le cinéma plus global. Une fois que le genre du giallo s'est sorti un peu de l'Italie, voilà, je suis super content d'avoir donc ce premier film de Dario Argento qui fait partie de la trilogie des animaux, je crois. Donc le deuxième c'est le chat aux neuf queues. Après le troisième, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a une trilogie des animaux. Apparemment les deux autres sont peut-être un petit peu moins bien que celui-ci. Et ça redevient super cool avec Profondo Rosso. Et puis voilà, il y a Suspiria qui est un peu dans notre genre. Et il y a aussi une vague chez Argento. Il y a à la fois les giallo. Je pense que le prochain giallo que je vais prendre de lui, je pense que je prendrai Ténèbres. Ténèbres, il a l'air d'être intéressant en termes de giallo, surtout qu'il a changé 2-3 trucs dans son esthétique. Il a essayé de pas trop se reposer sur... Il y a des éléments qui sont très similaires dans Ténèbres aux autres, mais il a essayé de faire évoluer un petit peu son style. Mais Argento, il a aussi toute une vague plus fantastique, plus ésotérique, avec Suspiria, Inferno, Opéra aussi, il me semble, Phénoména. Voilà, toute cette vague-là, elle a l'air intéressante aussi. Mais pour l'instant, je suis concentré sur les giallo, donc je pense que le prochain que je prendrai, ce sera Ténèbres. Dites-moi si c'est celui que vous me conseilleriez après Profondo Rosso et L'oiseau au plumage de cristal. En tout cas, voilà, pour l'instant, je suis content de pouvoir mettre mon nez dans les giallo de Argento. Moi, j'ai pas encore eu le temps de regarder tous les documentaires, hein. Encore une fois, comme c'est une édition Arrow, hein, il y a encore une bonne quantité de bonus avec des documentaires sur le genre en lui-même. C'est dommage que j'ai pas encore eu le temps de voir tout ça. Peut-être j'aurais eu des trucs intéressants à vous dire là-dessus. Après, je me méfie parce que quand j'avais vu un documentaire de Profondo Rosso, ça m'a spoilé la fin de celui-ci. Donc faites attention, hein, si vous avez cette même édition de Profondo Rosso, il y a un documentaire qui spoil la fin de L'oiseau au plumage de cristal. Donc bon, j'étais spoilé. Bon, heureusement, ma femme qui avait pourtant vu le documentaire se rappelait plus trop du twist, donc elle a quand même été surprise. Après, c'est pas grave, hein, moi je savais le twist, mais bon, vaut mieux ne pas le savoir. C'est pour ça que je reste évasif, hein, sur le scénario. Le scénario, hein, je peux dire vite fait, c'est l'histoire d'un gars qui, un soir, en se baladant, il voit dans une galerie d'art, il y a une femme en train de se battre avec un gars en impair. Et voilà, la femme se fait poignarder, le gars en impair s'enfuit. Et lui, en voulant essayer d'aller la secourir, il voit que tout est fermé, il se retrouve enfermé dans le sas de cette galerie. Et la police arrive, tout ça, et il voit la femme quasiment mourir devant lui. Enfin, elle n'est pas morte, hein, heureusement, elle survit à ses blessures, hein, comme il a appelé la police. La police est arrivée à temps, tout ça, ils ont pu la soigner. Il va voir qu'il y a d'autres femmes qui sont tuées, visiblement par le même assassin, et voilà. Et c'est là qu'il va essayer de remonter le mystère pour essayer de trouver qui est l'assassin, voilà. Je reste évasif parce que justement, c'est des films qui sont agréables à voir. Justement, le mystère est vraiment au centre du truc, donc bon, pour le coup, c'est des films que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, si vous voulez commencer Argento, je dirais, si vous voulez le commencer chronologiquement, bah voilà, regardez d'abord L'oiseau au plumage de cristal avant de voir Profondo Rosso. Mais je vous conseillerais, moi, je trouve que Profondo Rosso est vraiment parfait, probablement pour l'instant le meilleur giallo que j'ai vu. J'aime pas classer les films, j'aime pas dire un est mieux que l'autre, voyez les deux bien sûr. Mais voilà, celui-là c'est plus une ébauche de celui-ci, donc à voir dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, deux films que je vous conseille extrêmement de Argento, hein. Alors deux films dont je vais vous parler brièvement parce que pour le coup je les ai pas encore revus. Enfin il y en a un que j'ai jamais vu, que j'ai hâte de voir parce que je l'avais acheté une première fois et le Blu-ray était défectueux, donc je l'ai renvoyé, je me suis fait rembourser et au final en France il est toujours défectueux, donc je vous le dis tout de suite, hein, ne l'achetez pas, je vous montrerai après lequel c'est. Ne l'achetez pas en France parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne fonctionne pas. Donc moi j'ai acheté une édition. Alors apparemment l'édition allemande, elle est pareille que l'édition anglaise. Donc, moi j'ai acheté une édition anglaise, bon ne serait-ce que pour que la pochette elle soit pas en allemand, mais c'est à peu près c'est le même disque. Lui au moins il marche, mais l'édition en France elle est souvent défectueuse, donc ne l'achetez pas en France. C'est deux films de Scorsese que j'ai acheté. Donc celui-là, que je n'ai pas pu voir parce qu'il était défectueux, et un autre que j'avais vu il y a déjà un petit moment et qu'il fallait que je revoie et qui avait une super belle édition, qui est soldée de temps en temps, qui généralement coûte cher, mais de temps en temps coûte quasiment rien. Donc voilà, j'ai profité qu'elle soit soldée le jour des Prime Days pour pouvoir la prendre. Alors le premier, donc celui que je n'ai toujours pas vu, qui est défectueux en France, c'est Casino de Scorsese, donc qui a l'air d'être excellent, hein. Moi ça a l'air d'être dans la veine des Affranchis. D'ailleurs j'ai l'impression que ça se veut un petit peu, alors, pas la suite des Affranchis,
Mais il me semble que c'est peut-être même le même auteur. Alors, je vais peut-être dire une connerie parce que voilà, j'en sais encore assez peu sur ce film. C'est peut-être même le même auteur adapté des Affranchis, donc ça parle aussi de la mafia. Mais ce qui est intéressant avec Las Vegas, ça parle de la mafia de Las Vegas. Ce qui est intéressant avec cette période, on va dire, de la mafia, c'est que le fait d'investir dans les casinos, dans les jeux d'argent, ça a un peu réduit la criminalité quand même au niveau de la mafia et la vente de drogue. Alors, bien sûr, ça a continué d'être en parallèle. Il y a quand même, je suppose que dans ce film, il va y avoir quand même quelques gens qui vont mourir. Hein. Il va y avoir quand même des dommages collatéraux de par les activités mafieuses qui entourent le jeu d'argent. Mais voilà, on va dire que beaucoup de mafieux se sont recyclés, se sont achetés un petit peu une légalité hein, de faire du fric sur les vices des gens qui venaient jouer au bandit manchot, etc. Donc c'était un bon moyen d'avoir une source de pognon qui soit légale. Donc il y a beaucoup d'anciens mafieux qui se sont convertis en gérants de casino. Et je pense que voilà, le film a l'air de traiter de ce sujet-là. Je ne suis pas trop spoilé. Hein. Je sais qu'il y a encore une fois De Niro, Joe Pesci. Et en plus, il y a aussi Sharon Stone dedans. Et donc voilà, je pense que ça va être excellent. Encore une fois, moi j'avais tellement aimé Les Affranchis que je pense que je vais accrocher aussi à Casino. Je ne sais pas si les films sont similaires, mais en tout cas, un autre film sur la mafia de Scorsese, moi je prends. Hein, d'autant que ça, voilà, ça s'intéresse à un autre secteur, voire à une autre époque de la mafia, hein, parce que pour le coup, il y a beaucoup de mafieux qui étaient dans des ventes de drogue, de chantage, de machin, etc., qui se sont voilà, professionnalisés, qui ont payé des impôts et tout, qui ont légalisé, on va dire, leur pratique par l'univers des casinos. Et donc voilà, Casino de Scorsese, hein, je pense que ça va être encore un très bon jeu d'acteur et toujours une bonne mise en scène de Scorsese, mais je n'ai toujours pas vu. Et celui-ci, au moins, voilà, la version anglaise. Bon, c'est déjà un vieux Blu-ray, parce qu'on voit avec ce bandeau en dessous, là, c'était vraiment des Blu-ray qui sont sortis il y a longtemps. Et puis, c'était encore les trucs U-Control. Alors, U-Control, je vais en parler un peu de technique, de bonus, de machin. C'est un truc qui est sur beaucoup de films Universal, hein, je pense que c'est chez Universal, oui. Il y en a plein qui l'ont vu sur les vieux Blu-ray Universal. C'est bien et bon, c'est un peu bordélique. C'est-à-dire que c'est pendant le film, voilà, en appuyant sur un bouton, quand il y a une petite vignette qui s'affiche, on peut avoir un petit documentaire. C'est cool, mais c'est chiant, quoi, de devoir aller dans des menus à la con comme ça. Alors, heureusement, on peut choisir, il y a une espèce de chapitrage également des bonus dans YouControl, mais faut aller à la scène, faut relancer le petit bout de making-of. Bon, ce serait mieux que tout ça soit compilé en un gros making-of, parce que pour le coup, il y a un making-of de 45 minutes, je crois, qui est passé sur History Channel, sur ce qui a apparemment servi de référence à l'histoire d'origine, qui a servi de référence au film. Et je crois qu'il y a un autre documentaire de je sais plus quelle autre chaîne. C'est marrant parce que c'est des documentaires qui sont passés à la télé américaine. Mais pour ce qui est des interviews et des choses autour du film, bah c'est que dans les bonus You Control. C'est-à-dire on a l'impression qu'il n'y en a pas. Hein. On se dit ah bah merde, il n'y a pas de making of du film, tout ça. Mais si, il y en a, mais il faut utiliser les bonus You Control où faut aller au bon chapitre et puis lancer le petit bout d'interview, le petit bout de making of. Ça c'est un petit peu chiant ces bonus là. Pour ceux qui ont des vieux de Blu-ray Universal, ils voient de quoi je parle. Il me semble qu'il y avait ça aussi sur certains HD DVD, c'était pareil. Et il y a des scènes coupées et tout, donc bon, bah, je verrai tout ça, hein. Je découvrirai tout ça, donc je suis content de l'avoir eu, un Casino de Scorsese, donc ma collection de Scorsese commence à grandir. Et il y a un autre Scorsese, donc voilà, qui est plus récent, que j'avais plutôt bien aimé, qui avait une très très bonne interprétation de Leonardo DiCaprio, je vais tout de suite le montrer, c'est Le Loup de Wall Street. Alors, un film qui a fait un petit peu polémique sur certains points. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que ça glorifiait le personnage qui pourtant était dégueulasse. Ça le glorifie oui ou non, hein. On voit quand même que c'est un petit peu décadent. On les voit lancer des nains, tout ça, bon, mais peut-être que voilà, ça montre pas non plus ce qu'il y a de pire, parce que ça doit partir encore pire que ça, mais bon voilà. Ce n'est que de la spéculation, mais on imagine bien que le monde des traders, il est dégueulasse. Et bon, ça le montre, ouais, ça le montre flamboyant quand même. Donc, il y en a certains qui ont trouvé que c'était un peu une apologie d'un personnage qui pourtant était dégueulasse. Bon, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé qu'il n'était pas présenté que sur son meilleur jour, hein, le personnage joué par DiCaprio. Et voilà, c'est un film sur la finance, la folie du monde de la finance, quoi. Je vais vous parler surtout de l'édition, parce que le film, je ne l'ai pas revu depuis un moment, et puis j'avais plutôt aimé. Moi, je trouvais que c'était un bon film. C'est pas le meilleur Scorsese, mais ça reste un bon Scorsese. Très, très grosse édition. Et pour le coup, de temps en temps, il passe à 10 balles, celui-là. Pour une grosse édition, c'est pas mal. À chaque fois, il remonte à 35 balles ou 40 balles, mais régulièrement, il est soldé. Donc voilà, si ça vous intéresse, attendez de temps en temps sur Amazon. À chaque fois qu'il y a des soldes, ils le mettent à 10 balles.
tant qu'il y en a. Celui-là, je l'ai eu à 10,90 €, un truc comme ça, je sais plus, 10,99 €, un truc comme ça. Donc ça va, 9 sous blister. Je vais vous montrer un petit peu comment il est à l'intérieur. Voilà, bah, il y a Jonah Hill aussi qui est dedans. Et il y a, c'est Margot Robbie, il me semble, voilà, qui a joué après le personnage de Harley Quinn. Donc voilà, Jonah Hill et Margot Robbie, donc voilà, encore une bonne brochette d'acteurs. Et donc voilà, cette édition-là est assez spectaculaire. Donc pour 10 balles, voilà, c'est plutôt pas mal. Dedans, il y a la BO, il y a le Blu-ray, il y a le DVD bonus. Et il y a un gros livret, donc assez conséquent. Un livret d'une trentaine de pages, 35 pages, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc DiCaprio qui était excellent dedans. Bah DiCaprio il choisit quand même bien ses rôles. C'est pour ça que je vais vous parler après d'un film. Vous demandez votre avis parce que voyant que c'était DiCaprio et que c'était un bon réalisateur, je me suis dit je vais le tenter quand même si bon voilà on verra. Mais j'ai trouvé une belle édition. On en parle après. Bah avec Matthew McConaughey aussi, je me rappelais même plus qu'il était dedans, donc il faut que je le revoie. Il y a une bonne brochée d'acteurs. Voilà, un Scorsese à ce prix-là, dans une super belle édition, ça fait toujours plaisir. Donc je le reverrai, j'en parlerai peut-être, parce que c'est un film, c'est pas évident à le caser, je crois qu'il fait encore plus de 3 heures. Une très belle édition. Si vous la voyez sur Amazon, elle est de temps en temps à 10 balles, donc attendez, je pense qu'ils en ont fait beaucoup parce que c'est souvent qu'ils la soldent. Donc ça s'est peut-être pas beaucoup vendu ce gros coffret. Bon, faut dire qu'à 30 et quelques balles, c'est peut-être un petit peu cher. Donc voilà, c'est pour ça que le truc il part que quand il est à 10 balles. Je l'avais loupé pendant le Black Friday, et puis voilà, j'attendais un moment qu'il y ait de nouveau des soldes dessus pour le reprendre. Donc je suis bien content, le Loup de Wall Street de Scorsese. Voilà, j'ai pu l'ajouter avec Casino également à mes Scorsese. Donc je commence à avoir un petit peu de tout. Il me manquerait Raging Bull que j'aimerais bien avoir, et puis éventuellement Mean Street, son premier. J'arrive à compléter progressivement mes Scorsese, donc je suis assez content. Et justement, voilà, ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai vu, celui-là je l'ai trouvé dans un cache converters. Alors j'ai des doutes sur le film parce que déjà je suis pas amateur de films d'espionnage, pas trop films d'espionnage sur le Moyen-Orient et puis fait par des Américains, souvent un petit peu là il y a souvent un petit peu de propagande, un petit peu de machin. Donc bon, je me méfie un petit peu de comment c'est fait les films d'espionnage au Moyen-Orient faits par des Américains. Bon, je l'ai payé 3 balles. Je l'ai payé 3 balles et c'est dans une édition c'est des éditions qui commencent à il y en a certaines qui commencent à être un peu rares. Je sais que j'ai mon Excalibur qui est dans cette même édition. L'Excalibur, on le trouve à 50 balles et tout. Alors j'avais trouvé pareil à 3 balles. Et donc je me suis dit, je vais le prendre surtout qu'il était en super bon état pour 3 euros. C'était cool. C'est Mensonge d'État de Ridley Scott. Alors, c'est Body of Lies, je crois qu'il s'appelle. Donc j'ai vu qu'il y avait DiCaprio et Russell Crowe. Donc, je me dis, DiCaprio, il choisit quand même relativement bien ses films. Donc c'est rare qu'il ait joué dans une merde. Après une certaine époque, on va dire qu'il a joué quasiment que dans des bons films. Celui-là, je sais pas trop ce qu'il vaut. Il est quand même de Ridley Scott, capable du meilleur, comme du pire peut-être pas, mais bon voilà, Ridley Scott, il a des films plus faibles que d'autres, on va dire, mais il a fait des chefs-d'œuvre à Ridley Scott. Donc celui-là, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Je pense éventuellement ça peut être un bon film d'espionnage, même si c'est pas mon genre favori. Je vous avouerai que je l'ai pris principalement par rapport à l'édition, par rapport au prix. C'est-à-dire que voilà, je me suis dit voilà pour 3 balles, je vais le tenter. D'autant que voilà, c'est un beau mediabook, donc il y a encore d'ailleurs son petit truc protecteur, ils l'ont pas tous, et qui est en excellent état. Voilà, avec le petit livret, donc j'en sais rien encore du film. Encore une fois, ça peut être chiant, les films d'espionnage sur le Moyen-Orient, c'est pas. C'est le genre de film, j'ai un peu tendance à les oublier une fois que je les ai vus. Donc dites-moi si vous aussi vous l'avez vu et oublié, ou si justement il a des trucs intéressants dans la mise en scène. Je demande qu'à être convaincu, je demande qu'à ce qu'on me donne envie de le voir. Parce que pour l'instant je l'ai acheté justement pas. Parce que bon voilà quoi, l'édition est vachement belle pour 3 balles. Et ces éditions Warner là, Premium Collection, ils commencent à disparaître un petit peu et elles sont assez jolies, c'est des beaux gros mediabooks. Et bon, j'aime bien le format. Bon, pour une fois, un Ridley Scott que j'avais pas vu, je me suis dit, je vais le tenter, même si c'est dans un genre qui n'est pas mon genre de prédilection. Dites-moi si vraiment, ça vaut pas plus que les 3 balles que j'ai mis, ou si, ouais, il a quelques qualités pour un film d'espionnage. Dites-moi ce que vous en pensez, je demande qu'être convaincu, à avoir envie de le voir, parce que bon, je m'y dirige pas avec impatience, mais voilà, je me devais de le prendre à 3 balles quand même, j'allais pas le laisser dans le rayon, celui-là quand même, regardez comme il est joli, même au pire ça fait joli dans ma collection.